Son nom est associé au cérémonial de la cour, à l'organisation de la maison royale et à l'apprentissage des codes et des usages au palais des sultans durant le XVIe siècle. Autant de règles qui ne sont pas imprimées par écrit, mais relèvent de l'usage et de la tradition dont elle était gardienne, bien qu'évolutive et non figée dans le temps. Elle est citée en cela par de grands historiographes du règne saadien en tant que responsable de tout ce qui concernait la vie du prince à l'intérieur de son palais en matière d'art culinaire, d'habillement ou de rapport avec les femmes. Nous sommes en présence d'Al-Harifa bint Khajjou Al-Hassaniya Al-Khalloufiya. Al-Harifa est très probablement un surnom. Il est dérivé de l'arabe harif, dans le sens d'expert, littéralement celui qui sait, qui détient la connaissance, la ma'arifa, que ce soit dans le domaine profane ou spirituel. Un nom qui donne comme toponyme en Andalousie Jnan Al-Harif, hispanisé en généralif. Pour les femmes, ce nom met pareillement l'accent sur la sagesse et le savoir pour connaître plus tard un glissement de sens et passer de responsable du harim, espace des femmes dans un foyer, à gardienne de prison pour femmes. Quant au patronyme Ben Khajjou, il réfère à une famille renommée, originaire du nord du pays, précisément de la tribu amazigh de Bni Hassan, au sein de la confédération Romara, en pays Jbala, dans le Rif occidental. La tribu est citée en ce sens et sous cette appellation par Ibn Khaldoun au XIVe siècle parmi les tribus Romara. Là, un village porte leur nom, appelé Irja, entre les villes de Chefchaouen et de Tétouan, dit aussi Medchar Saada. Dans sa contribution consacrée au Bni Hassan, Ahmed Al-Habshi nous informe que les habitats d'Ibn Khajjou font partie des vestiges anciens de la tribu au village Irja, au sein du groupement d'Ibni Amharoun, près des frontières de la tribu Bni Sijel, avec pour centre Talambout. Rien que dans la famille proche d'Al-Harifa ben Khajjou, on peut citer son père, Ali ben Mohammed ben Khajjou, évoqué parmi les théologiens de son temps. Son frère, Al-Hussein, est connu pour ses nawazil, qui sont, comme vous le savez, des sentences juridiques et sortes de solutions judiciaires ponctuelles qui enrichissent les ouvrages spécialisés. On ne peut pas oublier de mentionner non plus son autre frère, le grand moufti, auteur de plusieurs ouvrages, Abou al-Qasim ben Ali, né en pays Mara, formé notamment à Fès auprès d'Ibn Ghazi al-Uthmani ou d'Ahmed Zarrouq al-Bransi. On dit que le sultan saadien Mohammed Cheikh avait assisté à son enterrement, pour dire son rang. Et bien sûr, il y a la grande sœur Amina, théologienne, versée en jurisprudence, en tradition et en belles lettres. Elle avait étudié dans la zaouïa de son frère au sein d'Ibn Hassan, puis elle a enseigné aux filles de sa tribu. Ensuite, en épousant le grand cheikh Abdullah al-Abti, elle a continué sa mission d'enseignement aux femmes et aux jeunes filles au Jbel le-Cheb, particulièrement les domaines de la jurisprudence et du hadith. Al-Harifa ben Khajjou a donc évolué entre rusticité montagnarde et raffinement urbain avec son apport andalou au voisinage des villes comme Chefchaouen et Tétouan, voulues comme des terres d'asile pour les réfugiés andalous par de puissantes familles de la région comme les Ben Rachid Alami, fondateurs de Chefchaouen, alliés aux Mandri grenadins, bâtisseurs de Tétouan. Et c'est dans la cour royale de Fès, non lointaine, qu'Al-Harifa apparaît dans la scène. Al-Harifa ben Khajjou apparaît dans des documents anciens durant une période complexe de l'histoire du pays qui avait vu la chute des Wattassides, héritiers des Mérinides, et la prise du pouvoir par les Saadiens émergeant depuis le sud. Mohammed Cheikh Saadi avait fini en effet par occuper Meknès au terme de près d'une année de siège. Ensuite, en 1549, c'était le tour de Fès, où plusieurs personnalités wattassides avaient été jetées dans les fers et exilées à Marrakech, y compris le sultan Aboul Abbas Ahmed al-Wattassi, auquel sont restés fidèles quelques théologiens, alors que le frère d'Al-Harifa a fait allégeance aux Saadiens au même titre que d'autres théologiens du pays Jbala. Quant à Al-Harifa, il est attesté qu'elle travaillait auparavant au palais des sultans wattassides, ainsi que le souligne le professeur Ibrahim Harakat, dénotant ainsi d'une longue maîtrise des usages de la cour dont elle se charge d'en apprendre les bases et les raffinements aux nouveaux souverains saadiens. D'ailleurs, parmi les explications qui avaient été avancées pour expliquer les causes du rejet nourri envers les Saadiens à Fès et à Meknès, se trouvait une confrontation entre élite citadine et la ruralité des nouveaux arrivants, ainsi que l'évoque notamment le professeur Mohamed Mezzine. Au sujet de ces mœurs bédouines des premiers Saadiens, regardées avec suspicion par les élites citadines, l'historien Ahmed Nasseri rapporte dans son Istiqsa les prédications d'un Ben Harzouz ou les injonctions d'un Zaqqaq.
Dans sa Nuzhat al-Hadi, l'historien du règne saadien al-Ifrani rapporte avant lui. On raconte que depuis leur arrivée à Fès, le prince et ses courtisans, qui étaient alors vêtus de drahiyat jaune, un terme rendu par le terme kazakh dans la traduction d'Octave Victor Houda, et portaient les traces visibles de leur existence bédouine, avaient fait tous leurs efforts pour acquérir les manières des gens des villes et en prendre les habitudes. Toute l'organisation de la cour des shérifs fut dirigée, dit-on, par un seul homme et une seule femme. L'homme, Qasim Az-Zarhouni, régla l'étiquette royale du sultan Mohammed Cheikh au sujet des vêtements, du cérémonial des entrées et des sorties, des audiences, des devoirs des courtisans et de leur tenue en présence du souverain. La femme, qui se nommait Al-Arifa bint Rajou, eut à charge tout ce qui concernait la vie du prince dans l'intérieur de son palais, nourriture, lingerie, rapport avec les femmes, etc. Cette organisation, en faisant suivre à Acher les usages royaux, donna un vif relief à son autorité et augmenta son prestige aux yeux de la masse du peuple. En ce qui concerne ces mœurs bédouines, quelques ouvrages rapportent donc le rôle joué par ces deux personnes avant que le sultan ne décide plus tard de dédaigner Fès, la mal aimée, qui le lui rendait bien, pour choisir Marrakech comme capitale. Le professeur Abdallah Ghnoun évoque à son tour le rôle joué par Al-Arifa bint Rajou auprès des rois saadiens à l'intérieur de leur palais, car, dit-il, leur ascension était d'abord rurale, de sorte qu'ils n'adhéraient pas à l'étiquette de la ville. On imagine sans peine qu'au-delà de cette question des origines, la vie à la cour est réglée par une multiplicité de codes et d'étiquettes, de sorte qu'à chaque événement ou situation ou saison correspondent des vêtements, des mets ou des ornements spécifiques caractérisés par la splendeur, la simplicité ou l'expression de la hiérarchie des rangs. Sans oublier que la magnificence de la cour exprime la puissance de son souverain et impacte le regard porté sur lui à l'intérieur de son royaume par ses courtisans, par ses sujets et par les diplomates et visiteurs étrangers. C'est dire le rôle joué par cette femme sur laquelle nous ne détenons pas d'autres éléments biographiques, ce qui n'a rien d'étonnant quand on connaît l'invisibilité faite généralement à la gente féminine dans les sources historiques pour un ensemble de raisons. Et c'est d'autant plus frappant quand il s'agit d'une femme qui opère dans le secret et dans l'intimité du palais royal.